Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une situation que beaucoup redoutent, l'accident de la route. Au-delà du choc et des démarches auprès des assurances, il arrive que les conséquences soient plus complexes. Blessures, responsabilités partagées, décès ou désaccords sur les indemnisations. Dans ces cas-là, le rôle de l'avocat est essentiel. Pour en savoir plus, nous recevons Maître Dominique Magny, avocat inscrit au barreau de Mâcon. Bonjour Maître. Bonjour Lilou, bonjour à tous. L'avocat est un spécialiste des lois qui aide les autres à défendre leurs droits. Pouvez-vous nous expliquer le rôle que vous pouvez jouer en cas d'accident de la route ? En cas d'accident de la route, déjà si je suis témoin d'un accident, je vais pas arriver en donnant ma petite carte en disant « Eh oh, je suis avocat ». Je dois aider les gens qui sont accidentés. Quand j'avais votre âge, on a eu une année où on appelait ça l'épidémie traumatique. C'est une année où il y a eu plus de 8000 morts sur les routes. Et donc, il y a eu la création de la sécurité routière, il y a eu l'obligation de la ceinture de sécurité, il y a eu des spots à la télévision que l'on voyait tous les dimanches sur la sécurité routière, et il y a eu aussi un livre que je conseille au CDI de se procurer parce qu'il est encore en vente. Ça s'appelle « Crash, Stop, Arrêtez, on a besoin de vous ». Et ce livre est un livre où on vous explique toutes les mesures, les premières mesures de sécurité et de secourisme qu'on peut faire quand on est témoin d'un accident. J'étais très marqué dès ce début. Donc effectivement, si je suis témoin d'un accident, je sais quoi faire. Il serait bon qu'on vous donne des cours de secourisme pour que vous sachiez quoi faire quand vous êtes sur les lieux d'un accident. Alors après, en tant qu'avocat, des personnes viennent me voir, mon rôle est double. Il y a des personnes qui viennent me voir qui sont auteurs d'accidents de la route. Alors moi, je les accompagne, je leur dis ce qui va leur arriver, je les conseille selon les circonstances de ce qu'ils ont pu commettre. Et puis, j'ai aussi, dans d'autres affaires, des victimes qui viennent me voir. À ce moment-là, mon rôle, c'est de demander des indemnités, de demander à ce qu'il y ait une expertise par un médecin qui puisse évaluer ce qu'on appelle leur préjudice, c'est-à-dire tout le mal qu'elles ont subi. Et mon rôle en tant qu'avocat, c'est surtout de n'oublier aucun préjudice. Parce que vous pouvez avoir eu une jambe cassée, vous pouvez avoir été opéré, mais vous pouvez avoir aussi ce qu'on appelle des préjudices annexes. Par exemple, vous pouvez plus jouer au foot alors qu'avant vous jouiez au foot, ou pendant un certain temps, vous n'avez pas pu travailler. Et donc tout cela, ça doit être indemnisable. Donc mon rôle en tant qu'avocat, c'est de vous accompagner, vous défendre, vous assister et surtout de faire en sorte que vous ayez la meilleure indemnité possible par rapport à ce dont vous avez été victime quand je vous défends en tant que victime. 84% des accidents mortels sont provoqués par des hommes. Quel est le profil des clients que vous représentez en matière d'insécurité routière ? Eh bien, surtout des hommes. Effectivement, je le confirme. J'ai 28 ans de carrière. En 28 ans, pour un accident grave, je n'ai connu qu'une femme qui l'ait commis. C'était une femme qui était ivre, récidiviste et qui est rentrée dans un motard qui était arrêté à un rond-point. Mis à part ce cas-là, j'ai surtout des hommes. Alors, sachez-le, messieurs, vous avez des conduites plus à risque. Vous conduisez plus vite. Vous êtes plus inattentif et les femmes que je défends, c'est surtout pour les petits accrochages. C'est-à-dire c'est surtout des petites fautes d'inattention, mais c'est pas pour des excès de grande vitesse et c'est pas pour de gros accidents, sauf exception. Un avocat doit être honnête et loyal, mais vous pouvez être amené à défendre des personnes de mauvaise foi qui mentent ou ne veulent pas reconnaître leurs responsabilités. Que faites-vous dans ce cas ? Un avocat doit être honnête et loyal, mais vous aussi, vous devez être honnête et loyaux. C'est pas réservé aux avocats, tout le monde doit être honnête, tout le monde doit être loyal. C'est valable aussi pour vous. Alors, moi, quand il y a quelqu'un qui ne veut pas reconnaître sa responsabilité, qui me semble de mauvaise foi, moi je suis pas juge. Mon rôle, c'est de lui conseiller de dire la vérité et d'assumer ses actes. Car sinon, il va avoir une peine qui est alourdie en fonction de son comportement à l'audience et du fait qu'il assume ou non son acte. Il faut le savoir, quand vous êtes vraiment responsable d'un accident et que vous arrivez à l'audience en disant « Bon, c'est pas grave, c'est rien, etc. J'ai juste regardé mon portable au volant », ça passe très mal au niveau des juges. Les juges, ils jugent non seulement l'acte que vous avez fait, mais la personnalité que vous avez. J'ai aussi un problème quand je défends des mineurs, c'est que souvent, je dois aussi me trouver avec les parents qui sont dans le déni. C'est toujours « mon fils, il est gentil ». Votre avocat vous défendra toujours. Quand il n'y a plus personne qui vient pour vous défendre, il y aura toujours votre avocat, il y aura toujours vos parents. Sauf que vos parents, souvent, seront là pour essayer d'excuser votre acte et votre avocat sera là pour vous accompagner à vous le faire comprendre. C'est là toute la différence.
En quoi cela peut-il être compliqué de défendre l'intérêt de personnes qui ont tué quelqu'un parce qu'ils conduisaient en état d'ivresse ou sous stupéfiants? Alors c'est compliqué en fonction de l'attitude des prévenus, qui peuvent être dans le déni total. Alors j'ai eu le cas d'un conducteur qui avait pris le volant, qui était sous stupéfiant et qui a eu un accident mortel. Il a tué 2 de ses amis qui étaient dans sa voiture. Au moment où il est jugé, moi, mon rôle d'avocat, c'est de dire, écoutez, ça s'est passé il y a à peu près 2 ans, donc je vous demande de faire une analyse de sang pour montrer que vous n'avez pas de cannabis dans le sang et que vous n'avez pas d'alcool non plus. Donc je dis, vous faites une recherche de THC et de gamma-GT, c'est ce qui est le révélateur de l'alcool que vous avez dans le sang. Eh bien, il m'a dit, c'est pas possible. Il avait, à cause de lui, 2 de ses amis qui étaient morts, et malgré la gravité des actes commis, il continuait à se droguer, et ça lui a pas servi de leçon. Alors c'est un peu décourageant avec moi, je dois faire avec ou plutôt sans. Mais je suis pas un père la morale, vous savez, je défends en proposant une peine adaptée, par exemple une obligation de soins. C'est ce que j'ai fait dans cette affaire-là. J'ai dit, écoutez, cette personne n'en a pas fini avec la drogue et effectivement, ça sert à rien de l'incarcérer. Ce qu'il faut, c'est que cette personne soit accompagnée, ait un gros sursis et que, parallèlement, elle ait une obligation de soins pendant un grand suivi socio-judiciaire. C'est ce qui a été retenu par le juge. Certains jeunes sont sanctionnés parce qu'ils ont commis des infractions pour impressionner leurs amis. Comment arrivez-vous à trouver les bons mots pour leur faire prendre conscience de leurs actes ? Mais en fait, ça dépend du jeune que j'ai en face. J'ai pas un discours stéréotypé. Selon le jeune que j'ai, je sais que certains ils vont être plus sensibles si je leur raconte des expériences de personnes que je connais qui ont été gravement blessées, et d'autres vont être plus sensibles au côté répressif de ce qu'ils risquent. Donc effectivement, j'adapte mon discours. En général, quand je parle des risques pénaux, ça calme. Mais il y en a d'autres à qui je raconte l'histoire de cette jeune fille que j'ai rencontrée à l'hôpital. Ma mère était hospitalisée. Sa voisine de chambre, elle avait une moto pour son bac. Elle a dit, je veux une moto. Ses parents lui avaient donné, elle avait fait 300 mètres avec sa moto, elle était passée sous un camion. Et elle se trouvait avec une jambe coupée, à 17 ans, avec obligée d'être anesthésiée quand on lui change ses pansements parce qu'elle souffrait énormément. Et elle ne faisait que dire à ses parents, mais pourquoi vous m'avez acheté cette moto? Et ses parents disaient, mais c'est toi qui voulais. Elle leur disait, mais il fallait m'en empêcher. Donc vous voyez, ça peut aussi marquer. Je vous dis pas qu'il faut pas faire de moto, je vous dis qu'on ne fait pas le cacou sur la route. C'est clair. En général, quelles sont les plus grosses sanctions qui peuvent être données dans les cas d'accident de la route? Eh bien, c'est jusqu'à 10 ans d'emprisonnement pour homicide au routier. Mais la plus grosse peine qu'on a, c'est d'être marqué à vie d'avoir été un meurtrier de la route. Je pense que ça, vous pourrez toujours l'avoir dans votre esprit. Moi, je me souviens de ce jeune que j'avais reçu. Je le recevais pour autre chose, mais il me racontait que quand il avait votre âge, il avait pris une mobilette. Et puis, il a eu un grave accident avec sa mobilette juste devant son frère. Il s'amusait à faire le tour de la maison, comme ça. Il faisait le chronométrage, comme faisais moi avec mon vélo chez ma grand-mère où j'y ai laissé mes dents sur une porte de grange. Mais lui, il faisait des tours de mobilette comme ça. Puis à un moment, il faisait une roue arrière, il est tombé. La mobilette a pris feu. Son frère est allé le sauver des flammes. Et son frère a été brûlé. Et depuis, il vivait avec cette culpabilité, se dire « j'ai brûlé mon frère ». Jusqu'à vie, il y pensera. Les victimes de la route peuvent également faire appel à vous. Pouvez-vous nous détailler votre rôle dans ce cas ? Les victimes de la route, quand elles font appel à moi, mon rôle n'est pas de leur dire, essayez d'accentuer, de faire croire que vous avez plus mal que ce que vous avez mal, faire des trucs comme ça ou de simuler le fait d'avoir été gravement blessé. Mon rôle, c'est de les accompagner en expertise médicale, de demander qu'un médecin les examine et qu'on puisse poser les bonnes questions à ces personnes pour qu'on n'oublie aucun de leurs préjudices. Donc vous pouvez effectivement ne plus pouvoir vous habiller seul, vous pouvez pendant un certain temps ne pas avoir pu travailler. Tout ça, c'est indemnisable. C'est-à-dire que je suis là pour que rien ne soit oublié et pour que les personnes soient indemnisées à la juste valeur du mal qui leur a été fait. Pour finir, pouvez-vous nous expliquer comment faire pour être aidé par un avocat si on n'a pas les moyens ? Alors déjà, vous n'avez pas les moyens par définition. Vous êtes mineur, donc vous ne gagnez pas d'argent encore, vous ne gagnez pas votre vie. Votre revenu, il est de 0. Peut-être que vous avez de l'argent de poche, mais ça suffit pas. Mais dans ces cas-là, ce sont vos parents qui doivent payer à votre place. Mais s'ils n'ont pas les moyens, il y a un système qui s'appelle l'aide juridictionnelle. Ils déposent un dossier au tribunal et là, leur avocat, ça peut être un avocat choisi ou par eux ou un avocat qu'on leur désigne, les défendra et sera indemnisé par l'État. Donc c'est en fonction
fonction des revenus de vos parents que ça se joue. Mais l'idée, c'est que personne ne doit se retrouver devant un tribunal sans avocat pour la seule raison qu'il n'avait pas les moyens. Ça, ce n'est pas concevable en droit. On ne peut pas vous couper de vos droits à être défendu correctement, tout simplement parce que vous n'aviez pas de sous. Ça, c'est pas possible en droit français. Merci beaucoup à Maître Dominique Magny, avocat, d'être venu répondre à nos questions. Cette émission a été réalisée par les élèves du collège Croix-Mier, situé au Creusot, en atelier scolaire avec Radio Aléo, dans le cadre d'un partenariat avec la préfecture de Saône-et-Loire. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le site radioaléo.fr.